Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une disparition qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale dans le camp américain. Je vais vous parler du mystère du Ghost Blimp. Je vais vous raconter comment les Américains sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'en Europe, au début de la guerre, 3 pays décident de faire alliance, et ces 3 pays sont l'Italie, l'Allemagne et le Japon, et forment donc les forces de l'Axe. Après, bien sûr, d'autres pays se joignent à eux, mais les principaux acteurs sont donc l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Donc, c'est le 1er septembre que l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Ensuite, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne pour ça. L'Allemagne envahit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et s'attaque à la France. Hitler ordonne aussi d'envahir le Royaume-Uni, mais ce fut un échec. Et c'est le 7 décembre 1941 que les Japonais attaquent les États-Unis en bombardant la base navale de Pearl Harbor. Ce fut une victoire tactique pour l'Empire du Japon. Les Américains ont perdu près de la moitié de leur flotte dans ce bombardement. Et c'est donc comme ça que les États-Unis sont entrés en guerre avec le Japon par la même occasion dans la Seconde Guerre mondiale. Revenons donc à notre histoire, le mystère du Ghost Blimp, ou en français le mystère du dirigeable fantôme. C'est donc tôt le matin du dimanche 16 août 1942 qu'un dirigeable de la marine américaine s'apprêtait à décoller de Treasure Island dans la baie de San Francisco à la recherche de sous-marins ennemis. Les États-Unis étaient entrés en guerre seulement 9 mois plus tôt, mais les sous-marins japonais avaient coulé au moins une demi-douzaine de navires au large de la côte ouest américaine. Il y avait même un sous-marin de combat japonais qui avait bombardé l'une des plus grandes installations de forage pétrolier de Californie en février 1942. La mission du dirigeable L-8 était de localiser et de couler tous les sous-marins japonais que son équipage a repérés au large de San Francisco. L'équipage de 2 hommes du L-8 est monté à bord de la télécabine peu avant le décollage. Le lieutenant Ernest DeWitt Cody et l'enseigne Charles Ellis Adams étaient tous deux des vétérans de la marine, mariés et ayant des antécédents de service exemplaires. Cody, l'aviateur principal du Airship Patrol Squadron 32, était un diplômé d'Annapolis en 1938. On se souviendrait de lui comme taciturne par nature et pas du genre à perdre la tête sous la pression. Cody arborait une moustache probablement dans le but de paraître plus âgé. Bien que techniquement supérieur à son passager, Cody était 11 ans plus jeune qu'Adam et nettement moins expérimenté. Mais le lieutenant avait une réalisation notable à son actif. En avril 1942, il avait piloté un L-8 pour livrer une précieuse cargaison à l'USS Hornet, avant que le navire ne parte pour le raid de Doolittle au-dessus de Tokyo. L'enseigne Adams avait 20 ans d'expérience. Vétéran du programme de dirigeables rigides géants de la marine, il avait servi à bord de l'USS Los Angeles, de l'USS Akron et de l'USS Macon. Le membre d'équipage de 38 ans avait même été décoré par le gouvernement allemand pour avoir sauvé des passagers après qu'un dirigeable ait pris feu et s'est écrasé. Le vol devait se rendre aux îles Farallon à 30 miles à l'ouest de San Francisco, puis se diriger vers le nord jusqu'à Point Reyes et vers le sud jusqu'à Montara Beach, avant de retourner à Treasure Island. La patrouille durerait environ 4 heures. Le lieutenant Cody et l'enseigne Adams devaient retourner à la base entre 10 et 10h30 ce matin-là. Le vol a commencé normalement. Faisant à l'origine partie de la flotte de dirigeables publicitaires de Goodyear, le L-8 avait été acheté par la marine et expédié à Moffett Field
pour l'assemblage et la mise en service le 5 mars 1942. À 6h03, le L-8 a décollé de Treasure Island avec Cody aux commandes. La journée était légèrement nuageuse, mais la visibilité était bonne entre 3 et 5 miles. Cody pouvait même voir les tours du Golden Gate Bridge au loin. La mission de L-8 était de patrouiller dans un rayon de 50 miles de San Francisco. Une fois que Cody a passé le Golden Gate, il s'est dirigé vers le sud-ouest, vers les îles Farallon. À 7h42, il a envoyé un message disant « J'enquête sur une marée noire suspecte, attendez. » Une nappe de pétrole pourrait indiquer un ennemi sous les vagues. Le L-8 avait fait le tour de la zone pendant plus d'1 heure. Le dirigeable était suffisamment proche du navire Daisy Gray que le premier compagnon du chalutier puisse distinguer 2 hommes dans la télécabine. Le dirigeable a tourné à 200 à 300 pieds à un moment donné, descendant à 9 mètres au-dessus des vagues, comme si son équipage voulait regarder de plus près quelque chose. Puis, peu après 9 heures du matin, le L-8 lâcha du ballast, se leva et retourna vers San Francisco. Mais c'était la dernière fois que Cody et Adams étaient vus ou entendus. Le L-8 avait diffusé son dernier message à 7h42 avant de faire le tour de la marée noire. Après cela, Wing Control a tenté de rétablir le contact radio, sans succès. De plus, Cody et Adams avaient plus qu'assez de carburant pour retourner à la base. Mais alors que le L-8 n'avait toujours pas répondu à 8h50, 2 hydravions Vought OS-2U Kingfisher ont été envoyés à la recherche du dirigeable. D'autres aéronefs de la région ont également été alertés pour être à l'affût. L'indication suivante de l'endroit où se trouvait le L-8 est arrivée à 10h49 lorsqu'un pilote panaméricain de Clipper a signalé avoir vu le dirigeable au-dessus du Golden Gate Bridge. Il n'a rien remarqué de mal avec le dirigeable qui semblait être sous contrôle et retournant à la base. Quelques minutes plus tard, Richard Quam, un marin hors service, conduisait le long de la route côtière entre San Mateo et San Francisco lorsqu'il aperçut le L-8 au loin et remarqua que le dirigeable était plié en son milieu. Quam s'arrêta pour prendre une photo. Le L-8 s'est ensuite levé et a dégagé le remblai et a disparu de la vue. Un homme a rapporté avoir vu qu'un parachute descendit du L-8 et que le dirigeable était à ce moment-là encore au large. Et il n'était pas le seul à avoir vu quelque chose de l'équipage. C.E. Taylor, 17 ans, a déclaré au Cal Bulletin de San Francisco « J'ai mis mes jumelles sur le dirigeable et j'ai pu voir des personnages à l'intérieur de la cabine. Le L-8 est ensuite descendu vers Daly City, une banlieue située à 2 pâtés de maisons au sud de la limite du comté de San Francisco, frappant les toits de plusieurs maisons. Lorsque Richard L. Johnston, qui polissait sa voiture devant sa maison, a remarqué le dirigeable partiellement dégonflé au-dessus de sa tête, s'est précipité pour protéger sa mère. Le dirigeable s'est finalement immobilisé au sommet de la voiture fraîchement cirée de Johnston à Daly City, en Californie, juste au sud de San Francisco. La force de collision a fait basculer la queue du dirigeable dans les fils électriques, envoyant une pluie d'étincelles au sol. Heureusement, l'approvisionnement en carburant du L-8 ne s'est pas enflammé, mais l'enveloppe du dirigeable a été percée et le dirigeable a glissé d'abord jusqu'à la queue au sol, se dégonflant lentement au sommet de la voiture cirée de Johnston. Morris, un pompier volontaire, s'est précipité pour aider l'équipage du dirigeable. Mais lorsque le pompier a regardé à l'intérieur de la télécabine, il a été surpris de constater que la porte était ouverte et personne n'était dans la cabine. Un système de haut-parleurs utilisé pour communiquer avec les navires de surface
pendait à l'extérieur de la porte. Les pompiers ont rapidement encerclé le dirigeable, coupant son enveloppe dans le but de libérer l'équipage qu'ils pensaient être piégé à l'intérieur. Ils n'ont vu aucun signe de Cody ou Adam. Comment 2 officiers de marine ont disparu de l'une des zones les plus fréquentées entre San Francisco et les îles Farallon, alors que leur dirigeable était suivi par des navires et des avions, sans parler des personnes sur le terrain, reste un mystère. Une inspection a rapidement révélé que les 3 parachutes du L-8 étaient toujours à bord, ainsi que son seul radeau de sauvetage. Une mallette contenant du matériel classifié a été trouvée derrière le siège du pilote. Les moteurs du L-8 étaient en parfait état de fonctionnement, avec 4 heures d'essence restantes dans les réservoirs de carburant. En d'autres termes, il n'y avait absolument rien de mal avec le L-8, sauf qu'il manquait l'équipage. La marine américaine a immédiatement lancé une recherche approfondie des 2 hommes disparus. Pendant les 3 jours suivants, des navires et des avions de la marine, assistés par la garde côtière, ont fouillé le Pacifique. 2 jours plus tard, la marine a convoqué une commission d'enquête. La commission d'enquête a finalement établi qu'aucun feu, aucune submersion, aucune faute et aucun missile n'ont frappé le L-8. Une théorie revient le plus souvent et la théorie a été établie en 2009 comme quoi le dirigeable avait secrètement pour mission de tester un radar expérimental et que des micro-ondes mal blindées ont maîtrisé les hommes, les faisant tomber du dirigeable. Bien sûr, d'autres théories voient le jour juste après la disparition des 2 hommes, comme par exemple que l'un des 2 hommes travaillait pour les Japonais et qu'il avait en sa possession des plans et qu'il devait retrouver un sous-marin dans le Pacifique pour être rapatrié au Japon, ou une autre théorie qui disait que les 2 hommes étaient secrètement amoureux de la même femme et qu'ils se sont battus et que lors de la bagarre, ils sont tous les 2 tombés à la mer. Bon c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.